Le club de l'Épagnols bretons est apparu au début du siècle et il regroupait quelques amateurs de la région. Vers 1850, on commence à parler d'une race de chiens qui existait en Bretagne, qui était un petit chien de chasse qui chassait très bien la bécasse. Et il y avait des Anglais qui venaient chasser donc, en Bretagne, qui venaient d'Angleterre. Et à ce moment-là, il y avait déjà la quarantaine. Ils ne pouvaient pas ramener leurs chiens, leur setter anglais en Angleterre, donc ils les laissaient en pension dans les fermes. Et tous les ans, ils revenaient chasser. Et à partir de cette race de chiens qui était un petit épagnol du pays, les quelques éleveurs l'ont croisé avec donc ces setters anglais qui restaient là en pension. Et est donc apparu l'épagnol breton, qui n'était pas au départ très bien fixé, mais qui, sous l'impulsion de quelques éleveurs amateurs, est devenu une race assez homogène. Alors, je m'appelle Patrick Morin et j'habite à Callac et je vais vous présenter l'élevage de Kerhenloin. Là, sur le côté gauche, il y a une structure de chenil de 12 box, alignés donc les uns derrière les autres, qui font 2 mètres de large sur 6 mètres de long, à l'intérieur duquel il y a des abreuvoirs automatiques. Et je mets les chiens généralement 2 par 2. Comme ça, je n'ai pas de problème de querelle au moment du repas. Alors, sur le côté gauche, il y a les femelles adultes. Et en face, il y a les mâles épagnols bretons qui ont à peu près entre 1 an et demi et 3 ans. Je sépare les mâles des femelles, évidemment, parce que j'aurais des problèmes au niveau au moment des chaleurs, hein, évidemment. Et d'une part, donc, ils pourraient se faire saillir, les femelles, évidemment. Et puis les mâles, ça provoquerait des bagarres s'ils avaient des femelles en chaleur à proximité d'eux. D'accord. Combien de courettes vous avez? Alors, j'ai 48 courettes. Donc là, j'ai 4 rangées de 12 box. Et donc, la première rangée de l'autre côté, je mets les chiens qui sont en pension et en dressage. Donc ici, c'est les femelles, comme je l'ai dit. Là, ce sont les mâles. Et dans la 4e rangée, il y a les jeunes chiens entre 6 mois et 12 mois. Alors, les chiens dorment sur des cailleboutils en bois. Je préférais les faire dormir sur des cailleboutils en bois, sous les conseils de mon vétérinaire. Parce que la paille, quand les chiens rentrent et sortent des box, ils mouillent la paille et puis ça emmagasine des parasites. Tandis que les cailleboutiers en bois, eh bien, ça se lave très facilement. Voilà, c'est très propre, quoi. Alors les chenils sont lavés tous les jours avec un Karcher à haute pression. Et donc là, par derrière, autour de ces 48 box, il y a les maternités, les 10 maternités. Alors on est au cœur du pays des Épagnols bretons. Là, il y a donc 3 autres éleveurs. Il y a Joncourt, Lavenant et Bourdon. Donc tous les 4, on s'entend très bien. Et il faut quand même, s'il y a une chose, entre nous 4, on produit à peu près 300 chiots par an. Et il y a 3000 chiots qui sont produits en France. Et d'après les statistiques, la moitié des résultats sont obtenus par les éleveurs calacois en travail, dans les concours de travail. C'est-à-dire tout ce qui est fil de concours de gibier tiré. Donc c'est les éleveurs calacois qui remportent la moitié des prix, hein, en produisant donc un 10e du cheptel français. D'accord. Vous participez encore au fil? Là, j'ai arrêté depuis 2 ans parce que donc je veux me consacrer un petit peu plus aux chiens de chasse, à mes clients, parce que j'étais toujours parti. Je partais pendant 3 mois. J'ai fait des fils pendant 30 ans. J'ai gagné le championnat de France 10 fois les 15 dernières années. Là. Mais bon, ça devenait de l'esclavage, hein, pour se maintenir au top niveau, ça devenait de l'esclavage. Et puis la vie de famille s'en ressent. Et là maintenant, depuis que j'ai arrêté les feeds, les concours, je peux partir en vacances un petit peu depuis 2 ans. C'est une chose que je ne connaissais pas. Voilà la raison pour laquelle j'ai arrêté de faire les concours. Et je suis beaucoup plus tranquille et je peux m'occuper, je suis plus souvent dans mon chenil à m'occuper de mes chiens de chasse. Alors, les aptitudes de l'épagnols breton, c'est un chien qui est très malléable, très gentil, qui a tendance à vouloir faire plaisir à son conducteur. Il faut reconnaître que les épagnols bretons utilisent leur intelligence au service de l'homme, comparativement donc à d'autres races qui utilisent leur intelligence pour eux, qui sont assez égoïstes.
Et donc c'est un chien qui s'adapte à tous les gibiers, c'est un bon retriever. Et donc, en tous les cas, en plus, je me répète, c'est un chien qui est produit et qui ne produit pas beaucoup de déchets donc, dans la sélection, quoi. D'accord. Et en plus, dans des conditions difficiles comme ici dans les monts d'Arrée, c'est un chien qui s'adapte très bien au terrain. Oui, il est très courageux, et il chasse par n'importe quel temps. Et son intelligence fait qu'il peut s'adapter au gibier donc sauvage comme la bécasse. Et par contre aussi, le gibier donc lâché artificiel, bon, ben, il s'adapte très bien aussi à ce gibier-là. Finalement, il fait tout ce qu'on lui demande de faire avec plaisir. J'essaie de dresser le chien en copain. J'essaie de lui demander d'obéir avant de lui imposer l'obéissance. Bon, je commence par les motiver sur caille. Après, lorsqu'ils sont déclarés sur caille, je les mets sur boîte d'envol. Et je les finis sur faisan et perdrix que je lâche par l'intermédiaire des cages de rappel. Donc là, on se trouve à quel endroit du chenil alors? Dans la maternité. Dans la maternité. À la maternité, donc, ce sont des parcs grillagés qui font à peu près 25 mètres sur 25 mètres. Et là, j'en ai 10 là. Et là, j'ai plusieurs portées dans chaque maternité. Et dans chaque maternité, il y a des cabanes à veaux qui sont déplaçables. Et lorsque donc les mères donc, sont prêtes à avoir des petits, ils font leurs petits donc, dans la paille, sur de la terre, sur laquelle il y a donc les cabanes à veaux. Et une fois que la portée est élevée, eh bien, je brûle la paille, comme ça fait vide sanitaire parfait, quoi. Et donc les parasites sont automatiquement grillés, quoi. Et donc là, vraiment, de ce côté-là, c'est génial, quoi. Et l'intérêt donc de les faire grandir à ciel ouvert comme ça? Alors, donc c'est mon vétérinaire qui me l'a conseillé. Ils sont beaucoup plus robustes, ils apprennent à connaître la nature dès leur première semaine, quoi. Ils font leur chemin dans la végétation et ils apprennent à s'abriter de la pluie. Et lorsqu'il y a des petits oiseaux qui jouent dans les fougères ou dans les jageons, eh bien, ils se mettent à courir derrière, et leurs instincts de chasse s'éveillent. Et puis de toute façon, c'est vrai que c'est l'idéal pour leurs pattes aussi, pour leur ossature, qui est assez fragile, hein. Lorsqu'ils courent sur du béton, lorsqu'ils ont 1 mois et demi, c'est pas l'idéal. Et donc là, jusqu'à 3-4 mois, je les laisse dans les maternités pour toutes ces raisons-là, quoi. Petit, hein. Ceux-là, ils ont 2 mois et demi. Les 5 petits chiots de 2 mois et demi. Et les enfants? Alors, je les sèvre de bonheur pour plusieurs raisons. Hein, parce que la première, c'est que quand les chiots ont 5-6 semaines et qu'ils n'ont pas couru suffisamment pour se limer les ongles des pattes avant, ils abîment les mamelles de leur mère. Les chiots faisant mal donc aux mères, et à ce moment-là, la mère se rebiffe sur les chiots. Et à ce moment-là, donc, les chiots deviennent timides. Bon, donc ça c'est pour ces raisons-là, la première raison là. Et la deuxième raison, c'est que lorsque le chien est sevré de bonheur, eh bien à ce moment-là, donc, il se colle donc beaucoup plus à l'homme, il est beaucoup plus familier, beaucoup plus sociable. Donc finalement, il me prend pour son père, quoi. À ce moment-là, le chien, il a confiance en moi, il n'est pas timide, quoi. Hé, hey, petit chien, montrez-vous les petits. Tu es en colère? Qu'est-ce que ça veut dire? Venez les petits. Alors ce sont des chiens qui ont 5 semaines. Qu'est-ce qu'il y a, petit chien? Tu veux un petit peu à manger? Mais regarde ton ventre, il va éclater. Alors ce sont des petits chiens qui sont issus de Sierra, une chienne qui est au chenil là. Les petits chiots qui ont là-bas 2 mois et demi, il y a un petit garçon qui est déjà parti là. Mais disons que ce que je préfère donc vendre, ce sont des chiens qui sont déjà débourrés, qui sont déjà éduqués. Et je commence vraiment à... je les vends plus souvent quand ils ont 4, 5, 6, 7 mois. Et j'en garde pratiquement 25% que je vends adultes. Et là, les petits chiens qui ont 2 mois et demi là, ils ont commencé à travailler déjà.
Alors, le premier travail consiste à leur mettre une petite laisse autour du cou, sans mettre la pression de la main sur la laisse, pour qu'ils s'habituent à accepter quelque chose autour du cou. Et on les fait jouer 2 par 2, avec une aile de faisan ou pour commencer, quoi, ou de perdrix. Mais ces petits chiens, déjà, j'ai commencé à leur mettre des plumes pour essayer de les éveiller leur instinct naturel dès cet âge-là. Plus on commence tôt, plus les chiens sont performants et plus les chiens sont à l'aise. Et je me sers beaucoup des qualités naturelles des chiens pour les dresser, plutôt que de leur forcer à faire quelque chose. Telle est ma façon de procéder. Bon, maintenant, il y en a qui sont plus ou moins bons, suivant la sélection qu'on fait. Hein, bon, moi, je m'efforce de faire en sorte qu'elle soit le meilleur possible. Et en tous les cas, il faut absolument motiver les chiens dès cet âge-là, pour qu'ils soient en éveil de la motivation de recherche du gibier, pour que lorsqu'ils seront au stade de 3 mois à courir après le gibier, ben, je commencerai à les habituer au coup de feu. Parce que si je fais le contraire, si je commence à les débourrer, les dresser avant de les habituer au coup de feu, eh bien à ce moment-là, c'est vrai que j'aurai des chances que les chiens aient peur du coup de feu. Alors qu'en s'y prenant comme ça, eh bien jamais j'ai un chien qui a peur du coup de feu. De toute façon, le coup de fusil, c'est une erreur la peur du coup de fusil, c'est une erreur de l'homme. C'est parce que l'homme a tiré un coup de fusil alors que le chien n'était pas suffisamment éveillé et motivé au moment où il a entendu le coup de feu. J'ai vendu une petite chienne à un monsieur là, du Périgord, et il m'a téléphoné en me disant que Monsieur Morin, vous êtes sûr que la chienne n'a pas peur du coup de fusil? Alors que préalablement, je lui avais montré au tir et à l'arrêt au rapport. Eh bien, parce que la chienne, elle était un petit peu sensible et timide. Et souvent, les chiens qui sont sensibles et timides ont tendance à être beaucoup plus obéissants que les chiens qui sont effrontés. Alors lui, le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son fusil de chasse et puis, pour essayer de voir si réellement la chienne timide qui était dans sa cour avait peur du coup de fusil, il a tiré un coup de fusil, puis un deuxième, puis un troisième. Et la chienne, au bout du 3e coup de feu, eh bien, elle a eu un peu peur. Et donc le monsieur m'a téléphoné à ce moment-là parce qu'il a été inquiet. Et puis je lui ai dit que c'était vraiment la dernière des choses à faire. Hein, parce que là, c'est exactement comme quelqu'un qui commence à nager. Eh bien, le moniteur, le professeur de natation, eh bien, il prend la personne, le jeune qui apprend à nager, puis il le jette à l'eau. Alors, c'est exactement ça qu'il a fait mon client. Et alors que s'il avait été à la chasse et s'il avait attendu le moment où la chienne avait couru après le gibier, s'il avait tiré à ce moment-là, jamais la chienne n'aura peur. Alors, les petits chiens, j'ai une alimentation de base avec les croquettes Farmers, spécial chiot. Là, je leur donne des chiots démarrage pour commencer. Et puis après, donc, je leur donne du spécial junior entre 2 et 6, 7 mois. Alors, comparativement à ça, je leur donne une pâtée 2-3 fois la semaine avec un tiers de viande cuite, un tiers de pain, un tiers de légumes. Et là, bon, il faut reconnaître que les chiens préfèrent quand je viens avec la gamelle avec une pleine de pâté plutôt que la gamelle pleine de croquettes. Il faut reconnaître qu'ils préfèrent ça. Quelles sont les qualités d'un bon dresseur? Les qualités d'un bon dresseur, je pense, c'est se mettre à la place du chien, déjà pour commencer. Une fois que le dresseur s'est mis à la place du chien, eh bien, à ce moment-là, il peut essayer de commencer à le dresser. Et le matériel indispensable pour le dressage? Le cordeau. Le cordeau? Pour moi, c'est indispensable. Très important. Très important. Au début, j'utilise lorsque les chiens sont un peu costauds, là, quand ils ont 5-6 mois, quand ils sont motivés, qui n'ont pas peur du coup de feu, qui courent après les cannes, caillent, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, j'utilise un cordeau de 15 mètres. Après, lorsqu'ils sont un peu plus dressés, je diminue la longueur du cordeau. Et pour arriver à avoir un cordeau en finition de dressage de 2-3 mètres. Et lorsque le chien, quand je vends un chien qui est débourré ou dressé, s'il a du mal à obéir avec son nouveau propriétaire, qui s'y prend plus ou moins bien avec les commandements qu'il utilise plus ou moins bien, eh bien, l'atout majeur, ce que je lui demande de faire, c'est de lui remettre le cordeau. Parce que là, à ce moment-là, le chien, il pense que j'ai passé le message, il pense que j'ai expliqué à son nouveau propriétaire comment il faut s'y prendre pour le driver. Et donc, il se souvient donc, des moments où je le dressais, lorsque je lui mettais le cordeau, et ce sera beaucoup plus facile pour son nouveau maître de le faire obéir avec le cordeau qu'il aura mis. Bon, on va choisir ça. Bon, la première possibilité, c'est
c'est mettre là, il y a une bonne circulation ici d'air, et puis le chien il serait là, quoi. Il arriverait là. D'accord. Ou autrement, il y a une autre là plus bas. Donc en fait, vous choisissez votre coin de telle sorte à ce que les chiens puissent bien prendre les émanations. Bah, c'est-à-dire que là, vraiment, surtout avec ce qui va se passer avec tant de chiens, j'ai intérêt à ce que j'ai un maximum de chance à ce que le premier chien arrête à une distance assez sécurisante de la boîte d'envol, parce que s'il arrête à 2-3 mètres, de toute façon, avec la pression qu'il y aura derrière, ça va être de la catastrophe, quoi. Il va 2-3 mètres, il va griller 50 cm au bout de 15 secondes, et puis s'il y a un chien qui se rue sur la boîte d'envol, tout le monde bouge. Donc il faut que j'ai une marge de sécurité au moins de 10 mètres. Et pour avoir une marge de sécurité de 10 mètres dans un champ, il faut que ce soit dans un couloir de vent, il faut qu'il y ait un très bon couloir de vent. Et pour que le chien prenne l'émanation au moins de 20 mètres, pour que le temps qu'il freine, qu'il l'arrête il commence à l'arrêter à 15 mètres et avoir 10 mètres. 10 mètres, il faudrait qu'il arrête à 10 mètres pour que j'arrive à réussir mon scénario, quoi, de mettre tant de chiens à l'arrêt. Ça va pas être une mince affaire, quoi. Les enfants, alors je vais faire décompresser les chiens parce que les pauvres, ça fait un moment qu'ils sont à l'arrêt. Et je vais les laisser courir un peu sur les ailes. J'aimerais qu'ils reviennent, on va voir si ça va être le cas. Ce sera difficile parce qu'il y en a tellement, il y en a 15 de chiens là. Alors normalement on va attendre dès l'instant qu'ils arrivent au bout du champ, qu'ils perdent de l'oiseau de vue. Il faut qu'ils reviennent. Les enfants, vous revenez, hein, s'il vous plaît. Ah, 2 gentils, 2 chiens gentils. Un 3e gentil. 4, 5. C'est bien les enfants, vous revenez, vous êtes gentils. C'est bien. Il en manque 2 ou 3. C'est bien, ils arrivent, c'est bien. Là, ça fait à peine 30 secondes. C'est bien, ils sont gentils. Là, c'est bien. C'est bien, les enfants, ils sont là tous. C'est bien. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ah, il en manque un. C'est bien, là. Ils sont tous revenus là. Là, vous êtes satisfait de leur travail? Je suis très content parce que 15 à la fois, c'est exceptionnel qu'ils soient tous revenus au bout de 35-40 secondes, c'est exceptionnel, quoi. Ça prouve que, bon, on prend chacun d'entre eux, c'est les chiens qui vont faire 15 mètres après le gibier, un par un. Parce que tout le monde sait qu'il est beaucoup plus difficile de faire obéir à 2 ou 3 chiens à la fois qu'un seul chien. Là, j'en ai 15 quand même. S'ils arrivent à obéir comme ça correctement, 15 à la fois, en solo, on devrait se régaler avec chacun d'entre eux. Allez les enfants, c'est bien, vous êtes gentils tous là. Ce sont vos enfants, hein? Ouais, c'est les enfants. Moi, j'aime bien faire obéir les chiens en copains. Et je pense que, bon, ils vous le rendent bien, hein. Quand on veut imposer quelque chose d'une façon coûte que coûte à un animal, peut-être que sur le champ, bon, ça va être beau, ça va être bien fait, mais il prendra plus des initiatives qui vous font tant plaisir, hein, parce qu'à la limite, le chien qui désobéit à un rappel lorsqu'il passe le talus, bon, il désobéit à un rappel lorsqu'il passe le talus parce qu'il suit une piste de bécasse pour bloquer la bécasse, l'autre côté du talus. Et le chien qui, au contraire, qui obéit à l'allemande, hein, comme un ouvrier, comme un automate, eh bien, ce chien-là, une fois qu'il est énervé, il déconnecte et il fiche le camp pendant 1 heure ou 2, carrément, parce qu'il en a marre de la pression de son conducteur. Et c'est pour ça que, bon, moi, je préfère faire travailler les chiens en copains, et j'ai un résultat, c'est-à-dire que finalement, je mets les chiens à 90-95% de leur valeur en les conduisant comme ça, alors que si je les dressais
donc d'une façon automatique, eh bien, je n'aurais que 70% de la valeur du chien. Et il n'y aurait pas la complicité entre le chien et moi qui se produirait. Donc, et je suis certain que quand je suis content, eh bien, le chien est content également et ça lui fait plaisir de me faire plaisir, tout simplement. Alors maintenant, si on pourrait, je pense, prendre un point de repère sur les éleveurs calaquois qui quand même se permettent le luxe d'avoir obtenu la moitié des récompenses en champion de travail sur le cheptel, donc sur le cheptel national, tout en produisant simplement que 10% des chiens donc, qui naissent en France sont produits par les éleveurs calaquois, c'est-à-dire 300 chiots sont produits donc, par an par les éleveurs calaquois. Et en France, il y a 300 naissances. Et les éleveurs calaquois détiennent donc la moitié des résultats en travail, pour 10% de la production. Alors le problème, c'est que c'est sûr qu'on s'y perd un peu avec les championnats de France et les championnats d'Europe et les championnats de printemps, les championnats de gibier tiré. Je pense que l'important, c'est de faire des bons chiens pour les chasseurs. Et le noyau des chiens qu'on trouve à Calac sont donc au plus haut niveau, à l'échelon donc français, de très très loin. Et ce qui est beau, c'est que tous ensemble, entre éleveurs calaquois, vous travaillez tous solidairement. Enfin. Ah oui, moi je prends des origines de chez M. Joncourt, mon collègue là, Lavenant aussi et Bourdon, hein, pour éviter la consanguinité. Et puis donc le courant passe dans tous les sens et ça apporte quand même un plaisir donc, à travailler donc en communauté comme ça. Hein. Bon, on a chacun nos origines évidemment, c'est sûr, hein, mais bon, c'est sûr qu'on ne peut pas continuer tout le temps sur notre origine, on aurait de la consanguinité. Donc qu'est-ce qu'on peut espérer pour les Espagnols bretons dans les années à venir? Bon, maintenant, je pense que ce qui serait intéressant, c'est garder quand même le standard qu'on est arrivé à donner, et donc les qualités qu'on est arrivé à donner à l'Épagnoul breton. Et au début, donc, c'était des chiens, au début du siècle, c'était des chiens qui étaient donc intelligents, courageux, mais qui avaient un nez qui n'était pas très puissant. Et c'était des chiens qui naissaient pratiquement systématiquement la queue courte. Et c'est un croisement avec les races anglaises, le setter anglais, parrainé par le club des Épagnols bretons, que mon père a su si judicieusement faire. Et c'est là qu'il a fait donc qu'il a monté le niveau des Épagnols bretons en France et c'est là qu'a démarré donc l'élevage de Kéranlouan. Le problème dans cette histoire-là, c'est que si donc mon père s'est servi des setters anglais pour récupérer leur puissance de nez, aussi il a récupéré donc une différence de pigmentation, c'est-à-dire que les chiens, au lieu d'avoir le nez tabac, donc maintenant les chiens ont systématiquement le nez noir et les yeux foncés, et aussi ils ne sont plus à nourrir, ils ont une queue quoi. Et là donc on leur coupe la queue lorsqu'ils sont donc en bas âge. Et maintenant il y a donc à Bruxelles il y a un règlement donc qui est prononcé comme quoi les Épagnols bretons on impose à ce qu'on leur garde de la queue d'origine. En Hollande, déjà, les Épagnols bretons, on ne peut plus leur couper la queue. Alors, j'espère pas que ça va arriver en France, hein, parce que à ce moment-là, ce sera très difficile il faudra changer tous les règlements de style inhérents à la race. Donc, dans les barrages de CAC, CACIT, eh bien, dans les concours, dans les compétitions, on ne saura plus comment juger le port de queue, puisque les Épagnols bretons, normalement, officiellement, n'en ont pas. Donc moi, ce que j'espère pour les Épagnols bretons, hein, par la suite, c'est qu'on lui garde son standard. Il existait donc ce petit chien du pays qui était un Épagnol, mais qui n'avait pas un sens de l'arrêt très poussé, quoi. Donc le fait d'apporter du sang de setter anglais a permis de fixer ce caractère d'arrêt chez ce chien-là, donc, et d'en faire une race bien homogène, quoi. Ce petit chien était très répandu dans la région de Gourin, Carhaix, Calac. On en parle beaucoup dans certains écrits, les écrits du comte Davis, qui venait chasser le loup, quoi. On parle beaucoup de ce chien-là qui existait dans les années 1860. Et donc, ce sont des gens un petit peu entre Gourin, Carhaix, Loudéac, Calac, ce sont des éleveurs amateurs qui ont fixé la race. À partir du moment où la race a été fixée ici, il y a toujours eu quelqu'un qui
qui a repris derrière. Et les premiers élevages étaient des élevages qui existaient donc à Callac. Il y avait l'élevage de M. Patin. Et à cette époque-là, si vous voulez, les pagnols étaient souvent élevés en campagne, c'est-à-dire qu'ils s'élevaient dans les fermes, il y avait beaucoup de perdreaux, les chiens se dressaient un petit peu tout seuls, quoi. Et par la suite, du fait qu'il y a eu des voitures qui sont arrivées, bon, les éleveurs ont rapatrié les chiens dans des chenils, quoi. Et à ce moment-là, vers les années 50, sont apparus les premiers élevages vraiment professionnels, quoi. Et ça a toujours été Callac, c'est un petit peu comme on fait de la porcelaine à Limoges, quoi. Hein. D'accord. Vous-même, vous faites des pagnols depuis combien de temps? Moi, j'élève de l'épagnols depuis 25 ans à peu près, oui. C'est une véritable passion? Oui, c'est une passion, oui. J'étais fonctionnaire, moi j'ai quitté mon métier pour devenir éleveur et dresseur d'épagnols.